heureusement que Nicole est... Oui, mais heureusement que tu as écrit un livre qui s'appelle L'Europe indispensable. Tu vas nous démontrer après, dans les questions... C'est un livre contre les populistes. Ah d'accord, très bien. Isabelle, à toi la parole. C'est toujours un peu difficile de parler après Nicole, hein, donc j'ai quatre points et 6 questions. Les 4 points, je vais rajouter un petit peu dans le côté sombre que tu as décrit. Je voudrais juste rappeler, en fait, à quel point, quand on parle des initiatives diverses et variées, notamment celle de l'année dernière pour faire relancer l'Europe de la défense, à quel point elles sont totalement faibles et elles paraissent complètement ridicules par rapport, quand on les met en face des efforts considérables de réarmement ou d'armement du reste du monde. La Chine qui a quadruplé son budget en 11 ans, il est passé de 29,5 non, 29,5 Elle augmente de 10%, donc oui, c'est ça. La Chine qui met tous les 4 ans, mais dit-on à l'eau, l'équivalent de la marine française. La Russie qui est passée en 2005 de 18,9 milliards de dollars à 46,6 milliards en 2016, qui muscle sa doctrine nucléaire chaque année, qui brise aussi les tabous nucléaires quand elle affirme par exemple qu'elle n'aurait pas hésité c'est Vladimir Poutine qui a dit ça un jour, à utiliser l'arme nucléaire si les Occidentaux avaient voulu s'opposer à l'annexion de la Crimée en 2014. Au-delà de la Chine et de la Russie et des États-Unis dont on ne parle pas, puisqu'on connaît l'histoire par cœur, mais il y a aussi des efforts d'armement et de modernisation des arsenaux nucléaires au Pakistan, l'Iran qui développe ses missiles balistiques, la Corée du Nord qui est devenue de facto une puissance nucléaire, si bien qu'aujourd'hui on peut parler de concept de multipolarité nucléaire. Et les efforts européens paraissent totalement déconnectés en fait du monde, quoi, de ce qui est en train de se passer dans le monde. Et le problème, c'est qu'on met très longtemps à construire des forces armées et des armées, mais on les casse, on les perd très très rapidement. On a vu par exemple ce qui s'était passé après la guerre d'Irak et d'Afghanistan avec la Grande-Bretagne qui a fait un véritable burn-out et qui a fini par perdre quelques capacités opérationnelles. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, je voulais revenir sur les fractures, parce que ça me paraît justement être... En fait, les fractures au sein de l'Europe me paraissent être un obstacle énorme au développement d'une autonomie stratégique européenne. Il y a les fractures traditionnelles qui sont en fait la perception des menaces, qui ne sont pas du tout les mêmes selon qu'on habite à l'est de l'Europe ou au sud de l'Europe. L'Est s'inquiète surtout de la menace russe, surtout depuis 2008, la Géorgie, et 2014, l'Ukraine et la Crimée. Le Sud s'inquiète beaucoup plus de la menace terroriste, qui en général vient du Sud, et ça c'est depuis les attentats terroristes. La France étant un des rares pays européens, parce qu'elle a un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, à avoir une vision globale des choses, à penser de manière globale et envisager les deux menaces à la fois, et encore pas toujours. Mais aujourd'hui, pour moi, je pense qu'avec l'arrivée des mouvements populistes à l'est de l'Europe, au centre de l'Europe et aussi maintenant en Italie, donc au sud de l'Europe, on a une nouvelle fracture qui se superpose à cette fracture traditionnelle Est-Ouest qui est liée aux menaces. Cette fracture, tout le monde le sait, elle divise à la fois les peuples et les élites, elle divise ceux qui sont les gagnants de la mondialisation et ceux qui en sont les victimes, elle divise les zones périphériques aux zones urbaines, mais elle finit par produire en fait des antagonistes entre deux modèles de société, ou plutôt plusieurs modèles de société. Elle se fracture complètement sur la question de l'immigration, sur les questions du modèle multiethnique. Et pour moi, elle rend encore beaucoup plus difficile la construction, la construction d'une appartenance commune européenne, d'une vision stratégique commune, qui
puis service de base à une défense européenne. Et ça, c'est d'autant plus facilement que la concordance des pouvoirs populistes aux États-Unis et en Europe centrale et orientale renforce le poids des partisans de l'Europe atlantique, même si dans les faits, le retrait américain peut aussi fragiliser complètement ces pays, qui sont en fait entre deux choses comme ça. Le troisième point que je voulais dire, c'est que, juste un tout petit mot sur la France, parce que le sujet c'est l'Europe et les États-Unis, mais comme la France est... quoi ? Comme la France est quand même le pays leader en matière militaire de l'Europe, et que c'est vrai que la défense européenne, c'est quand même une obsession française et une spécialité française. Je crois, pour moi, je pense que la France est arrivée à un moment très très compliqué où elle va devoir choisir. Et pour moi, elle va devoir choisir entre continuer à entretenir un modèle social qui est en train de se casser la figure et qui coûte de plus en plus cher, et continuer à entretenir une armée forte et une diplomatie puissante. Pendant très longtemps, elle a eu les moyens de faire les deux à la fois. Je crois qu'aujourd'hui, elle n'a plus les moyens économiques et financiers de le faire. Et je pense que c'est quelque chose qu'on doit résoudre. On voit que les pouvoirs politiques hésitent, qu'ils ne savent pas quoi faire. Et là, je dirais la même chose. Je ferais la même remarque que toi. C'est que je pense que, faute de choisir, on risque de perdre les deux. C'est-à-dire que le système social, de toute façon, qui est sous tension absolument incroyable, est en train d'exploser, et que la baisse des moyens attribués à la défense et à la diplomatie chaque année va finir par grever l'efficacité de la force de frappe française, et donc indirectement de la défense européenne, puisque c'est quand même la France qui la nourrit et qui lui donne son souffle depuis super longtemps. J'ai un dernier point. Le dernier point, c'était sur l'OTAN, parce que c'est vrai que la France avait fait beaucoup d'efforts pour réduire la fracture entre les partisans de la défense européenne et ceux de l'OTAN. Sarkozy, avec le retour dans le commandement militaire de l'OTAN, qui avait rassuré la Grande-Bretagne, qui s'était toujours méfié de nos intentions et qui nous accusait de vouloir affaiblir l'OTAN. Elle a aussi évidemment rassuré les États-Unis et aussi tous les pays de l'Est pro-anglo-saxons et pro-OTAN, comme la Pologne, qui en fait ne comptait que sur l'Alliance Atlantique et qui nous faisait en fait les mêmes reproches. Ça avait assez bien marché, cette reprise de confiance. Emmanuel Macron a aussi contribué à réduire cette fracture. Quand il est arrivé au pouvoir, il est allé voir tout de suite les groupes des pays les pays du groupe de Visegrad, Pologne, Hongrie, République tchèque et Slovaquie, qui avaient été quand même assez délaissés par les présidents précédents. On se souvient de la phrase de Chirac, c'était en 2003, qui pendant la guerre en Irak, pour protester contre le fait que les pays de l'Est avaient soutenu la guerre en Irak, leur avait dit « vous avez perdu une occasion de se taire ». Ça les a un peu traumatisés, ces pays, ils s'en souviennent encore aujourd'hui. En allant voir tous ces pays, Macron répare ça. Il contribue à restaurer cette confiance. Et là, j'ai l'impression qu'à nouveau, patatras, tout s'effondre parce que avec le Brexit, on a le départ de notre principal allié militaire, donc celui qu'on avait enfin réussi à convaincre de notre bonne foi. On a l'arrivée de Trump qui attaque l'OTAN et qui attaque l'Europe. Et en plus, moi je crois que du côté français, on est en train d'annuler complètement le capital qu'on avait réussi à retrouver auprès des pays de l'Est. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas critiquer les régimes illibéraux et les régimes populistes, mais en coupant l'Europe en deux de manière quand même assez binaire et assez caricaturale, comme il l'a fait, en mettant d'un côté les nationalistes et de l'autre côté les progressistes,
on a creusé la fracture au lieu d'essayer de la réduire. C'est en partie pour des raisons de campagne électorale pour les européennes. Mais en fait, on aurait pu imaginer un Emmanuel Macron qui serait resté en arbitre et qui aurait essayé de rapprocher les points de vue de cet Est et de ce Sud qui ont du mal à se comprendre et favoriser des convergences, y compris au niveau de la défense européenne un jour, pourquoi pas. Et j'ai l'impression que tout ça s'est effondré et que là aussi, ça ne joue pas en faveur du développement de l'autonomie stratégique. Alors, tu vas poser des questions ? Ouais, j'ai plein de questions pour Nicole 6. Juste avant, parce que moi, c'est vrai que je voulais intervenir sur Nicole et sur toi, sur Ouais. deux réflexions que vous avez eues, qui pouvaient être disjointes et qui, en fait, se rejoignent. La première, c'était ta conclusion sur laquelle, après tout, il y avait deux façons d'aborder l'autonomie politique globale et l'autonomie sous l'angle technique, technologique. Je crois que c'est possible au départ, c'est pas possible à la fin. On ne peut pas envisager un modèle capacitaire, une programmation en commun qui ne commence pas, quand on décline toute programmation, par des concepts, une doctrine, à quoi ça sert d'avoir des satellites, pourquoi on veut des avions de combat, est-ce qu'on veut la supériorité aérienne, quelle est notre capacité de projection, et donc quelles sont la désignation de la menace, de l'adversité, de notre capacité d'intervenir. Donc c'est l'idée de présenter comme une alternative possible, ça l'est au départ, mais au bout d'un moment, on se retrouve quand même à reposer la question politique de l'autonomie stratégique. Et toi, c'est dans ta deuxième opposition très forte entre modèle social et financement de la défense, je pense que tu pousses, et si on va jusque-là, d'une certaine manière, on sait quelle sera la marge d'écrasement. C'est forcément, enfin, c'est plus naturellement le budget de la défense. En revanche, la question se posera en tout cas à la société, mais on ne peut pas mettre sur le même plan des budgets qui sont d'abord très différents en réalité dans leur ampleur. En revanche, je pense que nous, on a une vraie interrogation sur la capacité de continuer à financer un modèle polyvalent, de puissance moyenne, étant donné les coûts des investissements technologiques de demain. Et ça nous renvoie bien à la question de l'autonomie, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on est capable de partager en européen qu'avant on voulait absolument faire seul. Il y a des briques qu'on continuera à faire seul. Je pense la dissuasion, c'est évident, sans doute la capacité d'entrer en premier, la capacité de commander et de conduire une opération, mais il y a toute une série de choses qu'on ne peut plus faire seul, parce que les investissements dans la recherche, les investissements dans les programmes, il faut les faire avec les autres. Et donc, du coup, on ne peut les faire que si on est évidemment d'accord sur cette question fondamentale, structurante de l'autonomie stratégique. Parce que pour les Européens, dans ton modèle atlantique, au fond, c'est... Est-ce qu'au fond, et beaucoup de nos partenaires qui notamment n'ont pas d'industrie de défense, il y a à peu près 6 pays qui ont une industrie de défense et tous les autres n'en ont pas. Donc pour eux, financer en commun des éléments de recherche ou de programme d'une industrie qui serait même très dépendante stratégiquement, même technologiquement des États-Unis ne leur pose pas de problème. C'est généralement leur schéma d'intégration. Ils achètent principalement sur étagère du matériel américain. Donc ces questions, elles sont, à mon avis, l'une et l'autre, vous les avez posées, je pense qu'elles se rejoignent, et c'est vraiment les questions clés du débat. Allez, je te laisse poser tes questions. Alors, moi, Nicole, je voulais te demander, dans le monde d'aujourd'hui, quand on veut essayer de développer cette défense européenne, qui sont nos alliés en Europe, les alliés de la France, puisque la Grande-Bretagne s'en va, que l'Allemagne est pacifiste et elle veut être une puissance militaire, mais surtout pas combattante, et que les autres sont des petits pays militaires, pour ne pas parler pour certains de nains militaires. Ça, c'est la première question. Je te les pose toutes en même temps. Hein. Comme tu veux. Hein, oui, parce que comme ça, tu peux les mélanger si tu veux. Oui. Je voulais aussi te demander, dans le monde que tu décris, dans le scénario, en fait, le scénario du pire, ni Union européenne, ni OTAN. C'est un monde un peu de science-fiction, mais je pense qu'il peut vraiment arriver. Est-ce que tu peux nous le décrire? Qui prend la main? Il ressemble à quoi ce monde? Qui arrive? Qui dirige? Qui domine? S'il n'y a plus d'OTAN et plus de Union européenne. On voit que c'est une bonne interview. Et j'ai une autre question du même type,
Est-ce que tu penses que les États-Unis peuvent aller jusqu'à se retirer de l'OTAN? Et si il se retire, si Trump annonce son retrait de l'OTAN dans, par exemple, 3 semaines, il se passe quoi à J+1, J+2, J+3, J+4, la cascade pour l'Europe? J'en ai encore, parce que j'ai encore 3 petites questions. Ça va un petit peu en même temps, mais je voudrais savoir, moi, en fait, on a combien de temps avant d'être déclassé, foutu? On a combien de temps pour pouvoir réagir entre Européens est-ce que ça se compte en termes d'années, de décennies J'ai aussi quand même, je voudrais juste un tout petit peu savoir, je sais que c'est pas possible de partager la dissuasion nucléaire. Simplement, on est aujourd'hui dans une situation où la France va être la seule puissance nucléaire de l'Union, puisque la Grande-Bretagne quitte en principe l'Union européenne. Hormis le fait que ce soit assez problématique, parce que ça affaiblit la puissance de la France au sein de l'Europe, notamment face aux pacifistes. Pourquoi on ne peut pas envisager... Est-ce qu'il est totalement impossible à terme d'envisager une protection de l'Allemagne si on a des intérêts communs, par exemple, ou pas? Ou est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ce n'est pas possible et jusqu'à quel point, en fait? Et ma dernière toute petite question... Méfie-toi. Non, c'est facile, ce qu'était la précédente. J'ai 5 minutes, c'est Non, ça qu'on celle-là, va faire. non, celle-là, elle est facile. La toute petite question, c'est pourquoi parce que en fait, la France, quand même, c'est sympa, mais on va quand même défendre les intérêts des Européens un peu partout, quoi. Au Mali, à Daesh, à Daesh, en Syrie, pardon, contre Daesh. Pourquoi la question de sortir le budget de la défense, tu vois, ne se pose pas plus, ou la question d'une participation quand même un peu plus dynamique, notamment de l'Allemagne à cet effort qui est quand même un effort commun qui est en partie assumé par la France. Voilà. Alors. Merci Isabelle. Bon, bah. Alors, il y a 6 questions, mais moi je voulais commenter les commentaires, mais je n'ai pas le droit. Oh, tu as le droit de tout, vous avez le droit de tout ici, vous savez bien. Je très Il y a un rapidement. laxisme coupable, Les efforts des Européens en matière de défense sont ridicules, déconnectés par rapport au réarmement du monde. Oui, ça c'est vrai. Mais, juste un point, on a quand même décidé, les Européens, et certains l'ont déjà fait, notamment les Polonais, les Baltes, parce qu'ils ont peur de la Russie, on a quand même décidé, pour faire plaisir à Trump, d'augmenter à 2% du PIB les budgets de défense de tous les pays de l'OTAN, et Emmanuel Macron s'est engagé à le faire à échéance 2022. 25. 25 25 Ok, bon, d'accord, admettons. Enfin, on s'est tous engagés à le faire. Disons qu'il y a une courbe de la programmation qui tend vers les 2%. Voilà, après, la programmation, c'est le prochain quinquennat. C'est le prochain quinquennat. En tout cas, donc oui, tu as raison, on est ridicule par rapport à ceux qui augmentent. Mais un, on a décidé d'augmenter, et deux, donc, Donald Trump, il y a quelques semaines, a dit « Ah oui, mais 2%, c'est pas assez, ces Européens sont des vrais parasites, il faudrait qu'ils augmentent de 4 ou 5%, qu'ils arrivent à 5% du PIB. » Et moi, je dis « Chiche !» Parce que si on est obligé de dépenser, chacun de nous, 5% du PIB en matière de défense pour garder les Américains, mais 5% du PIB en matière de défense, on a peut-être de quoi construire une autonomie européenne de défense. Ou acheter des armes américaines. Pour les Polonais. Ce que je veux dire, c'est que plus les Américains nous obligent à dépenser en matière militaire, plus ils encouragent l'Europe de la défense. C'est-à-dire, quitte à dépenser beaucoup, autant qu'on contrôle ce qu'on fait. Et donc là, je trouve que les Américains jouent le jeu, et je pense que l'OTAN va calmer l'ambition américaine parce qu'ils ne veulent pas qu'on aille trop loin en matière de dépenses. Quand même, parce que Barnier l'avait, je crois, signalé, ou d'autres l'ont signalé. Le budget des 27, budget militaire, c'est 240 milliards d'euros. C'est-à-dire plus que la Chine. La Chine, on doit être aux alentours de 206. Sauf que collectivement, cet argent n'est pas rationalisé, n'est pas dépensé. Donc ça fait en gros le tiers du budget américain, l'équivalent du budget chinois en plus, un peu plus important, même plus important que le budget chinois. Alors, en tout cas aujourd'hui.
Et puis par rapport au budget russe, il est perdu au fond, le budget russe. On doit être à moins de 50 milliards d'euros, on doit être à l'équivalent du budget français d'aujourd'hui. Même moins, oui, on doit être aux alentours de 40 milliards. Donc ça reproportionne, sauf que pour financer des équipements solides, l'eau du spectre, etc., voilà, c'est 240, on les dépense, autant d'écoles, autant de casernes, autant d'administration, autant de choses qui ne servent pas à grand-chose à entretenir une armée qui fait entre 1,5 million à peu près, on a sous les drapeaux 27, à peu près 1,5 million dans les effectifs. C'est considérable pour être incapable d'en déployer, tu as dit 5 000, non? Non, c'est 10 000, on peut déployer 10 000. On a déployé 5 000, mais on peut déployer 10 000. Non, mais voilà, moi, ce que je veux dire simplement, c'est que plus il y a une espèce de contradiction, plus les Américains vont nous obliger au nom du partage du fardeau à dépenser, plus il y a un moment où on se dira, si on dépense 5-10% du PIB, autant qu'on contrôle notre argent. Voilà. Mais deuxièmement, toujours là-dessus, ces dépenses militaires ne servent strictement à rien. Pardonnez-moi, quand on regarde le bilan des interventions militaires depuis 1991 dans le monde, il y en a une qui a réussi, une seule. C'est la première guerre d'Irak où on a pris Saddam Hussein du Koweït, on l'a remis chez lui. Toutes les autres interventions militaires. Kosovo. Si on veut, mais enfin, aujourd'hui, le Kosovo est quand même pas vraiment reconnu par l'Espagne, par la Serbie, par je ne sais qui encore. Donc, si on appelle ça une réconciliation, je ne suis pas certaine que ce le soit. Non, toutes les interventions militaires depuis 1991 sont questionnables. Je ne dis pas qu'elles sont des échecs, mais elles n'ont aucune ne sont des succès militaires, et encore moins la Libye, l'Irak, la Syrie, tout ce que vous voulez, l'Afghanistan. Tout ça est quand même tout à fait... Comment dit-on questionnable en français Non, pas contestable. On peut s'interroger sur. Voilà. Non. Et donc, dépenser des milliards d'euros pour faire des interventions militaires, il faut quand même qu'on s'interroge. À quoi ça sert de faire des interventions militaires quand on fait le bilan depuis 1991? Il n'y en a pas une qui a augmenté, sauf une, qui a augmenté la sécurité internationale. Les derniers chiffres que je veux citer, le monde dépense à peu près 1200 milliards de dollars par an de dépenses militaires. Et il dépense 60 milliards de dépenses pour l'aide publique au développement. Donc il y a un moment où il faut quand même se dire qu'on marche sur la tête et que peut-être rééquilibrer les choses ne serait pas mauvais pour la sécurité internationale. Mais j'en dis pas plus. Deuxième remarque sur les fractures européennes. Tu dis que pour l'instant elles n'interviennent pas. Les fractures entre les populistes et les démocrates, en gros, c'est ça. Moi, j'appelle ça les autoritaires et les démocrates, non pas les progressistes et les nationalistes, mais les autoritaires et les démocrates. Ces fractures n'interviennent pas dans la défense européenne, et je dirais, c'est dommage. Moi, je le regrette. Je pense qu'il y a un moment, il faudra s'interroger s'il faut continuer à faire une défense européenne, si dans l'Union européenne, plus de la moitié des pays sont des régimes autoritaires. Parce que moi, je n'ai pas envie de défendre des régimes autoritaires, donc je préférerais ne pas faire de la défense européenne plutôt que de faire une défense européenne dont bénéficieront des régimes fascistes. Je trouve que la question devrait se poser. Troisième point, la France doit choisir entre son modèle social et son armée européenne, certainement sur le plan financier, mais c'est pour ça, et là je fais la pub pour mon petit bouquin, s'il y a une façon de faire payer les Européens, entre guillemets, c'est pas sur notre arsenal militaire, ils ne sont pas assez stupides pour accepter de financer notre dissuasion ou je ne sais quoi, c'est sur l'Europe sociale, c'est une Europe sociale qu'il faut inventer, il faut une redistribution de la richesse acquise, pas seulement au niveau national, mais une redistribution au niveau du budget européen, mais je n'ai pas le temps de développer. Maintenant, tes questions. Alors, quels sont les alliés de la France aujourd'hui? Personne. Personne. On est tout seul, comme toujours. Je savais qu'elle allait. Ça ne nous a pas empêchés d'avoir de la volonté de proposer des choses. Mais aujourd'hui, moins que jamais, on a des alliés parce que l'Allemagne est trop faible, tu l'as dit, parce que l'Italie est ailleurs, parce que les pays de l'Est sont complètement atlantiques et de toute façon pas démocrates. Et donc, de toute façon, je rappelle quand même que le préambule de l'OTAN, comme l'article 6 du traité d'Union européenne, dit que nous sommes là pour défendre la démocratie, les droits de l'homme et l'état de droit. Donc, voilà. Donc, nous n'avons pas d'amis, mais nous avons un ennemi, peut-être, et c'est là où il faudrait être vigilant. L'ennemi, il est à l'intérieur de notre pays. Il y a quand même en France un certain courant anti-européen qui préférerait faire de la défense en coopération ad hoc avec les Anglais, avec les Allemands, etc.,
pour qui l'initiative européenne d'intervention est pain béni, parce que justement c'est hors traité, hors contrainte de la Commission, etc. Il faut donc faire quand même attention à ça. Deuxièmement, s'il n'y a pas... J'ai pas dit pas d'Europe, je me suis peut-être mal exprimée. Ce que je voulais dire, dans mon scénario du pire, c'est pas de défense européenne, pas d'OTAN. J'ai pas dit pas d'Europe, pas d'OTAN. C'est pas de défense européenne. J'ai caricaturé bêtement. Voilà. Et donc, qui prendra la main? Ce sera chacun pour soi. Si on n'a ni système européen de défense, ni système atlantique, chacun se... Mais c'est l'extérieur qui prendra la main, non? Ah, qui va nous... Oui. Ça, je ne sais pas. En travaillant un peu pour ce papier, tu m'as fait travailler beaucoup, j'ai trouvé une phrase d'Abraham Lincoln que j'aime beaucoup et qui dit l'avenir est difficile à prévoir sauf si on le crée. Donc je ne sais pas qui prendra la main. Sans doute, je ne sais pas. Les nations européennes vont... il y a 1000 scénarios possibles à ce moment-là. Moi, je ne crois pas, encore une fois, je ne crois pas à des menaces militaires. Je ne crois pas du tout que les Russes ont envie de conquérir militairement leur ancien satellite. Je ne crois pas que la Chine ait envie militairement de conquérir le monde. Je pense que les choses se feront beaucoup plus de façon indirecte, économique, commerciale. Et donc, il n'est pas évident qu'il faille une conquête militaire de l'Europe dans ce scénario du pire. Mais ce scénario du pire est inquiétant parce qu'il est tentant pour les perturbateurs éventuels. Quand quelqu'un est nu, c'est plus facile de l'attaquer que quand il est bien armé. Troisièmement, si les États-Unis se retirent de l'OTAN, que se passe-t-il? Là non plus, je ne sais pas. Mais il se trouve qu'on m'a raconté, je ne sais pas si c'est vrai, que lors du dernier sommet de juillet 2018 de l'OTAN, les Américains quelques diplomates américains sont venus à Bruxelles avant la tenue du sommet pour s'informer des procédures du retrait de l'article 5 et qui demandaient tous, mais est-ce qu'il y a des archives? Comment les Français ont fait? Est-ce qu'il y a une procédure? Alors, est-ce que ça a été fait de façon intentionnelle pour affoler les Européens et les amener à être bien obéissants le jour du sommet? Est-ce qu'il y a derrière des velléités que la diplomatie américaine veut peut-être prévenir de la part du président Trump? Je ne sais pas. Mais en tout cas, les rumeurs existent. D'ailleurs, elles existent depuis 1949. Le Congrès américain avait fait voter en 1949, quand on a signé le traité de l'OTAN, il y a une déclaration du Congrès américain qui dit que le Congrès se réserve le droit d'apprécier la situation pour la mise en œuvre de la clause de l'article 5. Donc il y a une automaticité relative de la clause de l'article 5. Elle n'est pas absolue comme on veut bien le croire. Mais que se passe-t-il si Trump annonce demain que d'ici un an il se retire de l'OTAN? Eh bien, ce qui se passe, c'est tout le monde à Washington. Tout le monde va essayer de convaincre les Américains de ne pas le faire et de négocier un traité bilatéral de défense avec les États-Unis plutôt que de construire, je crois, une Europe de la défense, parce que dans un premier temps, ça a l'air plus facile. Mais cela dit, je ne suis pas sûre que Trump le fasse. Trump, il est comme Poutine. Ce qu'il aime, c'est l'ambiguïté. Ce qu'il aime, c'est c'est le pouvoir par l'incertitude. Faire croire qu'on va partir et ne pas partir. C'est un peu comme Poutine, faire croire qu'on va attaquer mais ne pas le faire croire qu'on envoie des humanitaires et en fait c'est des militaires. C'est de maintenir cette espèce de flou stratégique, de tenir les alliés par l'incertitude stratégique, qui est aujourd'hui un mode de fonctionnement aussi bien de la part de Poutine pour faire peur aux Polonais et aux Baltes que de la part des États-Unis pour empêcher les Européens d'aller trop loin dans leur affirmation stratégique. Quatrièmement, combien de temps faudra-t-il à l'Union pour réagir par rapport à notre disparition dans la mondialisation? Combien de temps on a avant que la situation soit trop grave pour être encore capable de réagir? Est-ce que ça se compte plutôt en années ou en décennies? Non, ça se compte en 1 ou 2 décennies, je crois. Mais Michel Barnier, quand il était commissaire aux affaires financières, c'est ça, se promenait avec... Pardon ? Merci. Se promenait avec des tableaux qu'il a toujours et qu'il fait actualiser. Mais il l'a fait. Il l'a fait avec vous, il vous les a montrés, les tableaux. La sortie des pays européens. Plus aucun pays de l'Union européenne, y compris l'Allemagne, dans les 10 pays les plus riches du monde. D'ici, je crois, c'est 2040, si ma mémoire est bonne. Donc ça va, on est en 20.
ça fait 20 ans. Bon, c'est 2 décennies, c'est très très court. Mais quand vous regardez les chiffres, c'est vrai que, par exemple, si vous prenez la France, c'est 1,14. 1% du territoire national, 1% de la population mondiale, 4% du PIB mondial. La Chine, c'est 20-20-20. 20% de la population mondiale, 20% de la production de richesse mondiale et 20% du commerce mondial. Vous vous dites, il n'y a pas photo. Pour que la France existe dans 20 ans, alors qu'on est le pays le plus puissant de l'Europe avec l'Allemagne, eh bien, on n'y arrivera pas tout seul. Alors, a fortiori, la Slovénie, le Danemark ou les autres. Donc, il y a combien de temps? On a 20 ans, mais même pas. Moi, je dirais 10 ans. Mais le monde va tellement vite que moi, je ne suis pas inquiète. Même si j'ai eu l'air Je ne suis pas inquiète. Je pense qu'il y a une telle accélération du temps politique. Si vous regardez comment était l'Europe il y a 10 ans, 2009, on était la fanfaronnade. L'euro nous protège de la crise économique, le traité de Lisbonne entre en vigueur, on a un président du Conseil européen, un haut représentant, une haute représentante. Tous les pays, y compris l'Islande, voulaient rentrer dans l'Union européenne, et y compris la Turquie. On adorait Obama, on s'était réconcilié avec Obama qui a eu le prix Nobel de la paix en 2009. Enfin, un autre monde. Ce monde est mort. Donc, dans 10 ans, l'idée d'une Europe unie, intégrée, peut-être pas à 27, presque fédérale, sur des questions économiques, monétaires et stratégiques, ne me paraît pas impossible. Plus le monde va vite, plus la surprise est possible, plus la bonne surprise est possible aussi. Moi, je ne crois pas qu'il faille continuer. Enfin, voilà, si tout est possible, eh bien le meilleur aussi peut l'être. Donc je ne suis pas à ce point pessimiste, mais encore faut-il qu'il y ait un leadership, et j'espère que le leadership français va évidemment demeurer. Si aux prochaines élections présidentielles, on a, pardonnez-moi de le dire, Marine Le Pen au pouvoir, bon voilà, il faut renoncer à tout et partir en Bretagne, à Dinard. Cinquièmement. Elle est de Saint-Lunaire. Ou à Saint-Lunaire. C'est pour se retrouver. Cinquième. J'avais vite. C'est condense parce qu'après je voudrais passer. Cinquièmement, le nucléaire. Je ne sais pas. La France avait proposé plusieurs fois, Chirac en 95, je crois, la concertation nucléaire. Mitterrand à Baden-Baden, c'était quand ça 83, 86, je crois, Baden-Baden, c'était aussi des concertations nucléaires. Aux Européens, ils n'ont jamais voulu. Bon, aux Allemands. Aux Allemands. Ils n'ont jamais voulu. Maintenant, il se trouve que tout le monde a peur, personne ne sait ce que Trump va faire, le traité FNI n'existe plus. Donc, effectivement, on ne peut être de nouveau à portée de missiles nucléaires russes et pas sûr que les Américains dissuadent ces missiles nucléaires. Et donc, l'option française reprend un peu d'intérêt. Et Wolfgang Ischinger donc, a fait de grandes déclarations en disant que toute une théorie sur l'extension de la garantie nucléaire française. Moi, je crois qu'en ces matières, il faut engranger, écouter et aller doucement. Mais je crois qu'aujourd'hui, dans la doctrine française, les choses sont déjà là. On n'a jamais dit ce qu'on protégeait, on n'a jamais dit ce qu'on ne protégeait pas, et donc l'idée que la France détend les intérêts vitaux de l'Allemagne est une idée qui est déjà incluse dans la doctrine française. Et dernièrement... Ah oui, pourquoi on ne sort pas de l'analyse du déficit public? C'est ça, les dépenses de défense. Oui. C'est une vieille idée que mon institut, à l'époque, quand je le présidais, donc c'est quand même vieux, puisque j'ai quitté en 2007, avait déjà essayé de défendre. L'idée était que pour calculer le déficit public, on devait sortir des dépenses qui n'étaient pas des dépenses nationales, mais des dépenses d'intérêt général européen. Et donc, c'était les dépenses de défense, voilà. Et alors les autres nous ont dit non, parce que par exemple les Suédois ont dit non, nous on veut qu'on sortir les dépenses de financement des opérations de maintien de la paix des Nations Unies, parce que nous on est un grand contributeur de casque bleu et donc on veut sortir nos dépenses. Les Italiens nous disaient non, nous on reçoit beaucoup de réfugiés, d'immigrés, nous on veut sortir nos dépenses d'accueil des réfugiés du déficit public. Donc chacun va trouver un truc d'intérêt général européen qu'il voudrait sortir du déficit public. Et donc la Commission a dit tout de suite non. Mais effectivement, moi je trouve que c'est une piste qu'il faut creuser. Et il n'y a aucune raison que nous, on puisse enlever par exemple nos dépenses de défense, nos dépenses d'intervention du déficit public, parce que le nucléaire pas encore, et de refuser à l'Italie d'enlever ses dépenses d'accueil des réfugiés de son déficit public. L'Italie a supporté un coût phénoménal. On l'a laissée toute seule se débrouiller. On en paye le prix politique aujourd'hui. Donc moi, je serais d'accord pour que les deux le fassent, par exemple. Ça peut être une piste, effectivement. Très bien. Merci à l'une et à l'autre. Donc on va passer aux questions de la salle.